Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est à l'origine un palais de la mythologie grecque construit par Dédale pour y enfermer le Minotaure par ordre de Minos. Le terme Dédale est aujourd'hui un nom commun qui désigne notamment le lieu où on s'égare facilement. Par exemple, dans Le Petit Poucet, l'idée principale des parents est de perdre leur enfant dans la forêt. Ici, la forêt s'apparentant alors à un labyrinthe, et le Petit Poucet, le plus malin des enfants, agit comme Thésée et marque son chemin à l'aide de miettes puis de cailloux. La forêt, c'est le lieu de l'égarement, où les enfants principalement risquent de se perdre. Dans Alice au pays des merveilles, le dessin animé de Walt Disney, la petite fille s'égare dans la forêt, puis traverse un labyrinthe où des cartes à jouer peignent des roses en rouge. Dans Harry Potter et la coupe de feu, la dernière épreuve est d'affronter un labyrinthe où on peut se perdre physiquement, mais aussi spirituellement. Dans Le Seigneur des Anneaux, la caverne de Shelob, qui est un vrai labyrinthe dans lequel le personnage de Frodon se perdra avant de frôler la mort. Le film The Maze Runner nous plonge lui dans un labyrinthe dans lequel les personnages ne peuvent sortir, mais surtout sont perdus comme le spectateur qui ne sait pas pourquoi ils sont là et qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe. Les jeux vidéo sont eux des labyrinthes ludiques. Ils fonctionnent sur le principe d'un personnage qui évolue au sein d'un univers aux murs invisibles créé par les développeurs. Donc on doit sortir du labyrinthe en suivant l'histoire, en résolvant des énigmes, en affrontant des ennemis, comme la conception des rêves dans le film Inception, de vrais labyrinthes. Et même une inspiration directe au travail d'Escher, sur lequel on va revenir dans l'histoire de l'art. L'histoire de l'art. Apparu dès la préhistoire, on retrouve le labyrinthe dans de nombreuses civilisations. Chez les Égyptiens, c'est un monument souterrain servant généralement de tombeau à un illustre personnage. Il était conçu comme un enchevêtrement de couloirs et de voies qui menaient pour la plupart à des impasses. Le mythe du labyrinthe serait alors une représentation de l'homme qui se perd sur le chemin de la connaissance du monde situé à l'extérieur de lui, mais aussi connaissance du monde qu'il renferme. Il symboliserait donc les méandres de l'âme humaine. En Inde, le mandala, art de tradition ancestrale symbolisant le destin, qui représente une forme de labyrinthe. En Europe, au Moyen-Âge, bon nombre d'églises abritaient des labyrinthes tracés sur le sol, qui devaient servir notamment à piéger les démons, car ceux-ci, disait-on, ne savaient avancer qu'en suivant une ligne droite. Par exemple, de nombreux labyrinthes rappellent aussi le mythe du Minotaure, comme la mosaïque de Lagersfelder, près de Salzbourg, qui montre une scène du voyage de Thésée en Crète. Sur la mosaïque, à gauche, ici, nous voyons Ariane, qui donne la pelote de fil à Thésée, pour le guider dans le labyrinthe. Au centre, il y a Thésée, qui terrasse le Minotaure, à l'intérieur du labyrinthe. En haut, nous avons le départ de Crète de Thésée et Ariane. Et enfin, à droite, nous avons Ariane, abandonnée sur l'île de Naxos. Mais nous avons aussi des dessins et des illustrations, comme celle de Moritz Cornelis Escher, qui abuse de nos sens visuels, joue avec notre raison, invente de nouvelles représentations spatiales et de nouveaux mondes qui n'existent que par le dessin, car selon lui, dessiner c'est tricher. Tout cela n'est rien comparé à ce que je vois dans ma tête. D'ailleurs, ces représentations sont une source d'inspiration pour de nombreux artistes, comme Andrew Lipson et Daniel Chiu, qui réalisent des sculptures en briques Lego, notamment des reproductions tridimensionnelles des gravures d'Escher, puis prennent une photo. Celle-ci doit être prise à partir de l'endroit exact. Elle peut être légèrement travaillée ou déformée afin de souligner l'effet de perspective rendu dans l'œuvre originale. Du XXe siècle à nos jours. Depuis la moitié du XXe siècle, même si le labyrinthe perdure comme un lieu de loisir, il est aussi une œuvre d'art. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans un musée ou un lieu architectural, le labyrinthe impose une perte de repère inévitable, il désoriente, il questionne « Où suis-je ? Qui suis-je ?» Depuis le milieu des années 1960, l'artiste plasticien et écrivain américain Robert Morris s'intéresse aux espaces labyrinthiques. Il construit des œuvres monumentales que les visiteurs peuvent toucher et même traverser. C'est une allégorie de la vie. Nous savons comment nous entrons, mais nous ne pouvons pas sortir. Cependant,
la recherche du centre d'abord, puis de la sortie plus tard, est constante. Ainsi, l'œuvre réalisée par Robert Morris en 1991 est en l'occurrence un labyrinthe triangulaire, d'une hauteur de 3 mètres avec une longueur de 1 km 828. Les couloirs ont eux une largeur de 60 cm. Dans une même perspective, Richard Serra est lui connu pour ses imposantes sculptures composées de lourdes plaques de métal entre lesquelles le spectateur peut déambuler. Les visiteurs peuvent aller à l'intérieur, être immergés et se déplacer dans un espace déterminé par celle-ci. Dans The Matter of Time, c'est un ensemble de 7 sculptures de plaques en acier de 1200 tonnes sur 131 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur. L'installation est organisée de telle sorte que quand le visiteur entre dans la salle, il pénètre dans l'espace de la sculpture. Autre exemple, l'architecte Jack Ingalls, qui a investi lui le hall du National Building Museum de Washington en 2015 avec une installation appelée Big Maze ou Grand Labyrinthe. Il imagine un labyrinthe intérieur en bois incurvé grandeur nature. Inspiré par les labyrinthes anciens, Big Maze a de l'extérieur une forme cubique et de murs de 6 mètres de haut qui cachent son centre. À l'intérieur, les murs descendent lentement vers le centre pour révéler le chemin parcouru à 360 degrés et montrer comment en sortir. The Big Maze doit alors être vu comme une expérience ludique et architecturale. Les tunnels en bois d'Enrique Oliveira sont conçus avec des matériaux recyclés. Ils présentent des formes beaucoup plus organiques, rappelant des racines plongeant le spectateur dans un tout autre univers que celui extérieur. Cette fois-ci, l'espace est clos. L'artiste nous emmène paradoxalement dans un monde parallèle à la société d'où proviennent tous ces matériaux. Son but est donc de redonner vie au bois, de lui redonner un état naturel. Claudio Parmigiani nous montre lui un labyrinthe de verre brisé, construit au milieu de colonnes gothiques. On croit entendre l'écho des plaques de verre volant en éclats sous les coups des soudards furieux. Les parois transparentes, verticales comme des colonnes, sont disposées en livre ouvert. L'artiste a guidé alors son assistant pour qu'il brise ces pages de verre avec une masse. Les débris sont tombés au hasard, quelques-uns ont effectivement été réarrangés. Les parois de verre volent en éclats comme des miroirs brisés et donnent à voir un résultat de destruction et non la destruction elle-même. Les installations de celui-ci sont généralement éphémères et finissent par disparaître à la fin de l'exposition. Motoi Yamamoto réalise des labyrinthes en sel. Au Japon, il faut savoir que le sel s'est utilisé notamment dans les rites funéraires. Il est effectivement d'usage, après avoir assisté à des funérailles, de se jeter du sel sur soi avant de rentrer dans sa maison pour se purifier et chasser d'éventuels mauvais esprits. Il faut à l'artiste à peu près 1 semaine en moyenne pour créer une œuvre, puisque l'artiste dessine avec du sel à l'aide d'une poche à douille ou bâtit des murs de briques de sel chauffé et durci. Il crée lors de cérémonies publiques et invite les badauds à détruire ses œuvres à l'issue des expositions. Des œuvres qui sont toujours éphémères, mais d'une grande fragilité, et qui nous rappellent aussi notre propre finitude et notre présence passagère sur Terre. Depuis ses origines lointaines, le labyrinthe a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il ne cessera de surprendre le public, que ce soit par des sculptures ou des architectures. Les œuvres labyrinthiques font interagir les visiteurs, qui sont alors totalement immergés dans un labyrinthe grandeur nature. Les artistes encourageant le spectateur à se déplacer autour de l'œuvre, en son intérieur ou sur elle, afin d'en obtenir des perspectives multiples. Merci d'avoir suivi cette vidéo, restez créatifs, au revoir.